Bonsoir à tous. Si je vous dis économie circulaire ou économie de partage, savez-vous de quoi il s'agit? Pas exactement, eh bien, c'est pas vraiment étonnant et pourtant, on n'arrête pas d'en parler, mais on ne sait pas vraiment toujours ce que ça veut dire. Alors, imaginez quand il s'agit de l'enseigner, c'est encore une autre histoire. Alors, pourquoi pas utiliser l'humour, la vidéo, le théâtre pour initier les jeunes étudiants à ces concepts. Alors c'est l'idée développée par des chercheurs de l'ULB qui ont construit toute une série d'outils, des portes d'entrée qui permettent de se familiariser à ces concepts. Alors comment enseigner l'économie autrement, c'est un peu le thème de l'émission ce soir. Marie Cudon, bonsoir. Vous êtes professeur à la Solvay Brussels School de l'ULB. C'est vous qui avez donc initié ce projet. Alors ça part de quoi? C'est lié à une difficulté à un moment donné pour des jeunes de saisir le concept et vous vous êtes dit on va essayer de les vulgariser? Alors, ça part de deux choses. Ça part à la fois de ce constat qu'on doit développer des nouveaux outils pédagogiques pour toucher en effet les nouvelles générations. On le voit quand on utilise des vidéos ou des méthodes pédagogiques actives, il y a un intérêt important. Et ça part aussi des recherches qu'on a menées sur la motivation environnementale des entreprises et notre volonté de valoriser scientifiquement, de vulgariser les résultats de ces recherches. Alors on va voir un peu à quoi ça ressemble, si vous le permettez. Donc c'est une pièce de théâtre interactive. Aujourd'hui, forcément, pandémie oblige, elle est jouée à distance. Et puis aussi, il y a une vidéo ludique. On fait la connaissance de Jérémy. Vous le voyez derrière moi, c'est un drôle de personnage. Il vient de terminer ses études. Il se pose pas mal de questions. Et voilà ce que ça donne au début de la vidéo. Jérémy. J'ai mon diplôme en économie et gestion. J'ai fait économie parce qu'on m'a dit qu'avec ça, j'aurais un emploi garanti, bien rémunéré. Je vais postuler, c'est ce qu'on m'a dit que je devais faire. Il faut bien payer sa pizza. Maintenant, j'ai mon premier entretien d'embauche dans la grande société multinationale Dr Proteker. Je suis stressé à mort. Voilà, il est stressé à mort pour cet entretien dans une entreprise internationale. Manuel Klimis, bonsoir. Vous êtes professeur d'économie et de sciences politiques à la Haute École Bruxelles-Brabant. Vous avez utilisé ces instruments. Pourquoi? Ça permettait un peu de titiller la curiosité des étudiants? Oui, c'était une très très bonne occasion pour nous d'illustrer en fait des cours qu'on donne déjà. J'interviens à la Haute École Bruxelles-Brabant en partenariat avec la Haute École Francisco Ferrer dans un bachelier en commerce et développement, qui est une formation en sciences commerciales qui vise à intégrer ces dimensions sociales et environnementales dans l'enseignement du commerce et de l'économie. Je donne un cours d'introduction au lien entre commerce et développement durable et la pièce de théâtre en question est une parfaite illustration en fait de la matière théorique qu'on voit en classe. Donc, ouais, vous avez choisi le biais de l'humour. On imagine que ça n'a pas dû être simple à concevoir. C'est un cassage de tête à un moment donné, j'imagine. Oui, ça a pris pas mal de temps, des allers-retours avec l'acteur pour à la fois... Il est pas mal, ce Jérôme. Il est vraiment très bien, la manière dont il joue, Jérôme Opoven. Effectivement, on peut le citer, c'est un maillon important dans le dispositif. Oui, tout à fait. Donc, Martin a pas mal d'expérience, à la fois dans les écoles, c'est ça la force, et aussi il fait de l'improvisation. Donc, c'est quelqu'un qui, sur cette thématique-là, aussi est capable de passer d'un sujet à l'autre assez facilement. Alors, on a aussi des entrepreneurs sur ce plateau. Julien Jacquet, bonsoir. Vous êtes directeur de Permafungi, donc c'est la culture de pleurote à partir de mares de café. Donc ça, c'est un bel exemple d'économie circulaire. Est-ce que vous avez souvent l'impression que ce concept-là d'économie circulaire, ce que vous faites, vous avez encore besoin beaucoup de l'expliquer? Alors, je dirais que ça a changé il n'y a pas si longtemps que ça. Au départ, quand on présentait notre projet, on avait un peu l'impression d'être les illuminés. Et là, de plus en plus, il y a des grosses entreprises qui viennent nous voir parce qu'elles veulent trouver des solutions pour leurs déchets ou des solutions d'économie circulaire. Donc, la relation a été inversée ces dernières années. Alors Ariane Molderet, bonsoir. Vous êtes la directrice opérationnelle de l'atelier En Vie. Alors vous fabriquez de la soupe en récupérant des légumes. C'est aussi une entreprise d'économie sociale. À nouveau, ce concept-là, est-ce que quand vous l'expliquez, ça paraît simple, évident aux gens, ou alors il y a toujours un gros effort pédagogique à faire? C'est simple et évident quand on explique tout simplement qu'on fait de la soupe. Ce qui est plus complexe, c'est effectivement de pouvoir expliquer comment on peut en faire un réel modèle économique soutenable, qui puisse fonctionner sans subside. Et là, effectivement, quand on va vers... moi, je dirais, sur
un grand nombre d'étudiants, c'est vrai qu'il y aura quand même encore aujourd'hui, à mes yeux, qu'une frange de ceux-ci qui seront intéressés, motivés et qui comprendront ce qui se passe, en fait, oui. Alors, vous allez vous reconnaître dans la prochaine séquence, peut-être votre activité, en tout cas, Julien Jacquet, quand Jérémy veut se faire expliquer le concept d'économie circulaire. Il va rendre visite à son grand-père qui lui donne une petite leçon d'histoire. Fais-nous un petit café, hein, Jérémy. Non, tu ne jettes pas le café filtre, tu le mets dans le bac à côté, là. C'est pour mon potager. Mais qu'est-ce que vous avez toujours tout à jeter comme ça, les jeunes? Oh, oui, Pépé est fâché. Pépé est fâché. Quand moi j'étais gamin, quand j'avais comme ça 5-6 ans, c'était la guerre, tu sais. Il n'y avait plus rien à manger dans les villes. Alors on s'était réfugié dans une maison. C'était de la famille, vaguement, enfin. Il y avait une vache, des cochons, quelques poules. Oh non, on ne les mangeait pas. On mangeait des écureuils qu'on capturait. On en faisait du pâté. C'est pas très bon, tu sais. Mais on mangeait ce qu'on pouvait, hein. Eh ben, on ne jetait rien, hein. Et c'est ça que je veux dire, on ne jetait rien. Qu'est-ce que tu crois? Dans la nature, comme ça, tout sert à quelque chose. On a ici des montagnes de déchets, de l'électronique, des textiles, des restes de bière, de café, qu'on ne sait plus quoi faire. Eh ben, avec la bière, là, la cuisson, il reste toute une matière comme ça de houblon et de choses. Ça ne vaut plus rien. Ben, que nenni, il y a des petits malins qui font pousser des champignons dessus. J'aime autant te dire qu'ils les vendent cher, les champignons, hein. Ça s'appelle l'économie circulaire, générer de la valeur à partir de choses qui n'en ont plus, soi-disant. Eh ben voilà, Julien, on sait que vous les vendez cher, hein, vos champignons. Après avoir vu cette séquence, alors dans la première réponse, vous me disiez illuminé, on vous pensait que vous étiez un illuminé. Vous avez traîné ça pendant pas mal de temps. Pourquoi vous aviez autant de mal à la faire comprendre, cette idée ? Alors, on avait un projet qui était à la croisée de plusieurs concepts, économie sociale, économie circulaire, agriculture urbaine, souterraine, parce qu'on parlait d'agriculture urbaine sur les toits principalement à ce moment-là. Et je pense que nous-mêmes, on avait besoin de tester pour savoir exactement ce qu'on voulait faire et ce qu'on faisait. Et donc, il a fallu un peu de temps pour l'expliquer, puis un peu de temps pour le comprendre. Et donc, finalement, maintenant, vous me dites, c'est plus ou moins compris. Alors, vos étudiants, le concept qu'ils avaient de cette idée d'économie circulaire, est-ce que vous avez l'impression que c'était plutôt bien intégré ou vraiment pas ? Alors, si la question c'est avant qu'ils commencent leur cycle d'études chez nous, je crois que c'est vrai pour une minorité d'entre eux, une petite minorité d'entre eux. Il y en a quelques-uns qui arrivent avec une idée assez précise de ce que c'est que ce type de modèle économique alternatif. La plupart, pas du tout. Donc c'est un cours qui en fait se trouvait au départ en deuxième, enfin plus tard dans le cycle, et qu'on a ramené en première année justement parce qu'on s'est rendu compte après quelques années de formation qu'il n'y avait pas de connaissances de base suffisantes chez nos étudiants. Ouais. Donc ça veut dire, Marie Cudon, pas assez enseigné ou pas du tout enseigné ou mal enseigné ces alternatives à l'économie ? Alors ça change. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à la situation il y a 5-10 ans, ça reste encore relativement peu enseigné. Il y a de plus en plus de cours qui traitent de ces thématiques, de plus en plus d'enseignants. Il y a un intérêt des étudiants aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, beaucoup vient aussi des étudiants qui veulent, lorsqu'ils entendent parler notamment de permafungi ou d'autres exemples, ont envie de travailler sur ça dans le cadre de leur mémoire ou dans le cadre d'un cours. Ouais. Alors Ariane Molderet, vous avez fait des études en économie, vous ? Oui. Et on vous en a parlé à l'époque de... Rien du tout, pas un mot ? Non. Et pourtant, c'est le créneau que vous avez choisi après un long parcours, hein, mais en tout cas, vous l'avez choisi. Oui, un parcours qui a toujours lié le monde de l'entreprise et le non-profit, ça c'est clair. Et je crois que mon premier emploi m'a parlé était chez Randstad à l'époque, et m'a parlé d'intégration sociale. À l'époque, on parlait d'intégration sociale. Aujourd'hui, effectivement, notre responsabilité sociétale est plus large. Il est clair qu'à mes yeux, pour avoir lancé un réseau d'entreprises sur tout ce qui était la responsabilité sociétale de l'entreprise, il y a ce concept d'entrepreneuriat durable, d'entrepreneuriat sociétal, pour beaucoup de grandes entreprises et plus petites. L'économie circulaire, c'est encore autre chose à mes yeux. Julien, corrige-moi si je me trompe. Mais à mes yeux, c'est plus un projet d'entrepreneuriat qui est à ce moment-là repris par des grandes entreprises, oui ou non, mais comme une branche d'une certaine entreprise, ou par des start-up comme nous, comme toi et comme nous, qui à ce moment-là, ce qui manque aussi, non seulement cette vision sociétale, mais c'est cet esprit d'entreprendre. Ouais, vous m'avez dit, on apprend aux étudiants à être des managers et pas à être des entrepreneurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? En tout cas, moi, quand j'ai fait l'UNIF, et pour avoir donné cours à des workshops à pas mal de jeunes, il est clair qu'on se profile, aujourd'hui encore beaucoup en Belgique, et c'est connu comme ayant un poste plus tard dans une entreprise, en tant que salarié, etc. Lancer sa propre boîte aujourd'hui,
surtout connaître des échecs en Belgique, c'est pas encore vu de façon très positive, alors que dans d'autres pays, l'échec, ça fait partie de la croissance et ça fait partie du développement. Donc je pense qu'il y a des initiatives d'entrepreneuriat circulaire, mais on pourra avoir un peu plus de jeunes qui se lancent. Alors vous, Julien, c'est particulier parce que vous êtes ingénieur de gestion, donc vous avez une formation économique. Maintenant, vous êtes entrepreneur et vous êtes en même temps prof d'économie à l'ECAM. Alors qu'est-ce que vous faites, vous, pour finalement enseigner de manière un peu plus efficace cette économie durable, circulaire ou fonctionnelle? C'est une question qui est complexe, surtout en face de deux professeurs. Donc... Oui, mais en même temps, vous avez l'expérience de terrain et l'expérience que vous devez donner à vos étudiants. Hein. C'est pour ça le sens de ma question. C'est ça le sens de ma question. Alors, je dirais que j'ai la chance de donner l'économie dans un auditoire dont ce n'est pas la matière première, et donc de pouvoir peut-être jouer un petit peu avec les règles, de parler d'entrepreneuriat, de parler de l'expérience qu'on a chez Permafungi. Et donc, c'est beaucoup de cas pratiques, de présentation d'entrepreneurs. Et alors, après, il faut faire le lien avec la théorie, mais je parle plutôt de nos expériences pratiques. Ouais. Et pour vous, Emmanuel Klimis, est-ce que vos étudiants, en fin de cycle, vous pensez qu'il y en a beaucoup qui vont vers ça, ou alors ça reste encore une idée assez vague, finalement, au terme de la formation, aller vers ce type d'entreprise? La majorité n'y va pas, c'est clair. Maintenant, on essaie quand même de leur montrer que ça existe. Donc, dès la première année, on fait des visites, parce que même si ça reste quelque chose, comme on dirait, de relativement peu développé, il y a maintenant des initiatives qui vont vers les universités, qui vont vers les hautes écoles pour proposer de l'accompagnement sur des projets d'entrepreneuriat, qu'ils soient social ou non, ou qu'ils soient alternatifs ou non, hein, mais peu importe, ça existe de plus en plus. Donc on peut se reposer là-dessus. Il y a aussi de plus en plus d'incubateurs qui poussent à ça, et donc on va visiter dans la région, dans le quartier de la haute école, des initiatives de ce type. Et il y a un cours aussi qui est consacré. Ouais, mais la majorité n'y va pas, c'est ce que vous nous dites. Non, la majorité n'y va pas. Ouais. Par contre, la majorité part dans tous les secteurs, aussi bien dans le public que dans le privé, que dans l'associatif. Donc c'est pas... Et c'est vrai que ça paraît un petit peu paradoxal, hein, Marie Cudon, parce qu'on n'arrête pas d'en parler dans les médias. Nous, on en parle beaucoup en disant il y a un vivier d'emploi, il y a un vivier de création d'entreprises. Et puis finalement, au sortir des écoles, les étudiants n'y vont pas ou pas encore. Alors il y a sans doute plusieurs éléments. Hein. Il y a le fait qu'en effet, on essaye de stimuler l'entrepreneuriat, mais ça reste compliqué. On a quand même pas mal d'efforts qui sont faits, ça va beaucoup mieux. Il y a de plus en plus d'initiatives, mais ça reste compliqué. Et deuxième élément, là où je voudrais nuancer, c'est comme le dit Emmanuel, on a peut-être des étudiants qui finissent dans ceci, après avoir fait un parcours dans une entreprise plus traditionnelle. Et ça, il y en a quand même beaucoup qui commencent dans une entreprise, dans la consultance, dans la gestion, dans l'audit, et qui après vont bifurquer. Et je pense que le fait, en tout cas je connais quelques exemples de mes anciens étudiants, d'avoir été justement confrontés à ces modèles à un moment, ça reste dans la tête. Ça reste une possibilité. Peut-être qu'il n'y a pas énormément non plus de cas où ils peuvent commencer leur carrière professionnelle, mais par contre après, ils bifurquent, en tout cas une partie d'eux. Et on pourrait dire aussi qu'il pourrait y avoir beaucoup plus finalement de filières d'études par rapport à ces domaines-là. Comment ça se fait que ce n'est pas encore le cas, Emmanuel Klimis? Ça, c'est une bonne question. Il y a peut-être plusieurs choses qui l'expliquent. Nous, c'est vrai que je pense qu'en communauté française, avec ce qu'on propose, on est des seuls. Il y a quand même une série de formations qui existent maintenant, qui n'existaient pas avant, qui sont dans la même thématique. Ce n'est pas de l'entrepreneuriat, mais on parle de formation maintenant de bachelier, je veux dire en conseiller en développement durable, en coopération nord-sud, en coopération internationale, y compris au niveau d'un bachelier professionnel. Mais le paradoxe sur le fait qu'il y en a si peu, comment vous l'expliquez pour revenir je pense qu'il y a, comme ça a été dit, c'est quelque chose de relativement récent, cette prise de conscience. Le basculement dont tu parlais tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose de relativement récent. Donc, et il y a une certaine lourdeur dans la création des filières ou Au niveau de la communauté française, c'est clair qu'à cause du problème du sous-financement de l'enseignement, j'en profite pour le signaler, il y a quand même un enjeu qui est on ne peut pas ouvrir n'importe quel programme n'importe quand. Et donc, il y a une pesanteur gigantesque, il y a un moratoire sur la création de nouveaux programmes. Et puis, quand des possibilités existent, on voit que des nouveaux projets sont proposés. Et là, il y a une demande, aussi bien d'ailleurs de la part des étudiants qui sont ravis de les rejoindre, que de la part du secteur professionnel, enfin du monde professionnel, qui sont ravis d'accueillir ces étudiants en stage d'abord, et puis les diplômés. En tout cas, nous, c'est ce qu'on observe avec nos anciens. Oui, Ariane, vous me demandez la parole. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même eu un énorme progrès. Je veux dire, il y a quand même quasiment aujourd'hui, j'espère, dans toutes les filières de management, un cours sur le développement durable, sur l'emploi. Attendez, on a un petit souci technique, là, visiblement. Ah. Donc, parce que vous avez vu que les écrans noirs se Tout s'est éteint. Et donc, je ne sais pas si
Il y a un plomb qui a sauté, on me dit. Donc on va le remonter. Ça n'arrivait pas à votre temps. Hein. C'est ça. D'accord, on va attendre un petit peu et on pourra reprendre dans l'émission ou quoi D'accord, ok. Ouais, bah écoute, je vais reprendre après ma question. Ariane, vous me demandez la parole, quoi, et tu seras sur moi. Ça va? Comme ça, on reprend directement à ce moment-là. Allumer les télés, c'est mieux, non? Oui, ça peut être bien. Hein. Un plomb qui a sauté, ça ne m'était jamais arrivé. Vous voyez, l'effet Covid, c'est terrible. Hein. C'est ça. D'où l'intérêt de ne pas être en direct, non? Oui, mais... Oui, bah oui. Ça aurait été... Ça va se reprendre, ne vous inquiétez pas. Et donc, vous saviez ce que vous disiez, Ariane? Oui. Ok, ça va. C'est sourire. Voilà, ça va reprendre. J'ai vu ces écrans s'éteindre, je me suis dit, il doit se passer quelque chose. Mais on va continuer. Oui, peut-être qu'à un moment donné, on va me dire d'arrêter, mais en attendant, on continue toujours. Show must go on. Ouais. Ok. Donc tu reprends sur moi et je dis, Ariane, vous me demandez la parole. Ça va? D'accord, voilà. Voilà, donc là on est en plan large, vous me regardez et moi je vais simplement me tourner vers vous, comme on avait fait tout à l'heure. Et si vous vous souvenez de ce que vous vouliez dire, c'est parfait. Elle va me dire un petit top. Silence et d'or. C'est ça. Hein. Suspense. Oui, c'est le second le plus long du monde. Hein, ça va. En fait, l'émission dure combien de temps? Moi, j'ai même pas. 25, 27, 28 minutes. Donc, on est à peu près à la moitié. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Voilà, Ariane, vous me demandez la parole. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il est clair qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais que quand même, on voit que depuis quelques années, dans quasiment tous les programmes de management et les formations en business, il y a quand même cet aspect développement durable qui est aujourd'hui quand même plus intégré dans la gestion complète d'une entreprise. Avant, quand on enseignait, c'était un peu le nice to have. Là. Vous savez, à côté de faire du business, il faudrait peut-être penser un peu au développement durable. Aujourd'hui, quand même, j'ai l'impression que dans la formation, que ce soit chez vous, que ce soit à l'UCL, que ce soit à l'ULB, aujourd'hui, c'est quand même devenu part intégrante et intégrale de la formation et du cursus, même si ça pourrait aller encore un peu plus loin. Mais je suis ravie, en fait, moi, je ne connaissais pas votre initiative, mais je suis ravie d'apprendre qu'au niveau pratico-pratique aussi, il y aura sans doute des entrepreneurs qui sortiront de chez vous. S'ils ne sortent pas tout de suite, et je connais quelques personnes qui sont sorties de votre formation, ce n'est pas grave, je pense. Aujourd'hui, ils ont intégré cette dimension qui reviendra un moment. Alors, Marie Cudon, dans cette petite capsule vidéo, Jérémy essaye aussi de comprendre ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité. Et là, il voit en fait la femme qui gère le salon lavoir et c'est elle qui lui explique ce concept en parlant du prix des machines à laver. Toi qui fais l'économie, tu sais combien ça coûte ces machines? Enfin, pas celle-ci, hein, c'est du professionnel, hein, mais celle que tu achètes là pour chez toi. Tu veux faire l'économie, mais ça ne sait pas combien ça coûte les choses de la vie. Tu en as pour 500 €, en moyenne bien sûr. Sais-tu qu'en moyenne, ces machines, on croit que c'est pour la vie. Ça en a pour 8 ans. C'est fait pour que ça dure pas longtemps. Du coup, 500 € par 8, ça fait 65 € par an. Attends ta machine chez toi. Après, faut faire tourner la machine. Tu rajoutes alors de l'eau, de l'électricité, t'en as pour 50 € en moyenne aussi par an. Ça fait quoi?
115. Après quelques années, tu as la première panne. Il faut faire intervenir un spécialiste, hein, Jérémy. 75 € de l'heure, un spécialiste. Plus le déplacement, les pièces et les mains d'œuvre, etc. TVA, boum, non, je l'addition, hein. 60 € par an, tu peux rajouter. Au total, 175 € par an. Oui, directement, ça coûte beaucoup plus cher. Bon, tu viens dans mon salon, hein, Rita, Wasserette. T'as vu le prix des machines? 4 €, hein, pour 9 kilos, hein. Alors avec 2 machines, je peux te dire que tu as largement assez pour toute l'année, tout le mois. 2 machines, 8 € fois 12 mois de l'année, 96 €, hein, dis. T'as déjà comparé au prix de 175, c'est presque la moitié du prix. Qu'est-ce qu'ils ont les gens à acheter comme ça? Ah bah oui, bonne question, surtout en cette période de Noël. Alors, Marie Cudon, par rapport à ça, c'est vrai que là, on a une capsule humoristique, etc. Mais j'imagine qu'au cours de la formation, avec les profs, on ne cache pas aussi tous les défis qui attendent, tous les effets négatifs que peut avoir cette économie. Et ça, c'était en effet un élément qui était important pour nous, c'était vraiment aussi de stimuler l'esprit critique. En plus de ces vidéos, en plus de la pièce de théâtre, il y a des fiches pédagogiques qu'on met à disposition des enseignants qui donnent aussi des articles, des ressources supplémentaires qui quelquefois peuvent remettre en question, par exemple, le caractère intrinsèquement durable d'un modèle. Ça dépend comment il est fait, par exemple. Et donc, on essaie de donner des vidéos, des informations supplémentaires pour les enseignants. Et puis, il y a la question de la rentabilité, parce qu'une entreprise, même d'économie sociale, même d'économie durable, d'économie circulaire, elle a dû être rentable. Ça, c'est une question qui s'est posée à Permafungi il y a quelque temps. Julien, alors c'est vrai que c'est pas un monde où tout est facile, c'est un monde compliqué, où il faut constamment s'adapter. C'est difficile de faire de l'économie circulaire aussi. Alors la question de la rentabilité, elle est intéressante parce que, en tout cas dans mon cas, elle a évolué régulièrement. Et là où au départ c'était exclusivement une rentabilité économique ou financière, aujourd'hui il y a une rentabilité sociale et environnementale. On peut augmenter sa rentabilité économique en diminuant les salaires ou en jetant des produits chimiques à la poubelle. Mais au final, la rentabilité globale a diminué. Il y a toutes ces questions de ce qu'on pourrait appeler les externalités négatives. Et donc, nous, on essaie de trouver cet équilibre entre social, environnemental et économique, et parfois baisser la rentabilité économique pour améliorer les deux autres. Et quand on a pris tout ça en compte, évidemment, le problème est assez complexe. Oui, effectivement, assez complexe. Alors justement, vous me parliez aussi en préparant de ces missions de cette rentabilité sociale qu'a une entreprise comme la vôtre. C'est un concept un peu difficile à comprendre, où effectivement, ça devient plus important à un moment donné que la rentabilité économique, même s'il faut équilibrer ses comptes à la fin de l'année, quoi. Voilà, il faut équilibrer ses comptes, mais il y a aussi moyen de mesurer l'impact et de monétiser la rentabilité sociétale. Et ça se passe de plus en plus. Mais vous parlez de quoi en disant rentabilité sociétale? Par exemple, nous mettons des personnes, comme je pense Julien aussi, des personnes éloignées de l'emploi au travail. Grâce à ça, nous faisons économiser à l'État le chômage, le suivi de toutes ces personnes, et l'État a créé pour certains projets des modèles où finalement ils pourraient nous rétribuer pour mettre des personnes au travail que du coup ne doivent plus suivre. Donc ils ont une économie. Et donc à ce moment-là, cette rentabilité sociale devient quelque part financière et fait partie de notre modèle économique. Aujourd'hui, c'est plutôt rare. Je connais 2-3 initiatives, ce qu'on appelle les Social Impact Bonds. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses à faire là. Et par contre, je ne sais pas pour vous, mais pour nous, en tout cas, chez Envie, aujourd'hui, on s'est dit que notre modèle serait hybride ou aurait vraiment difficile à fonctionner uniquement avec la rentabilité économique. Et Julien, ce que vous me disiez aussi, et vous le dites dans une capsule vidéo, c'est que ça, on ne l'apprend peut-être pas à l'école, mais il faut aussi se tromper et apprendre de ses erreurs. Et c'est normal de se tromper dans la gestion d'une entreprise à un certain moment, ce qu'on ne vous dit pas forcément dans les études. Moi, je dirais que c'est le challenge numéro 1. Autant on comprend que pour apprendre à rouler à vélo, il faut tomber un certain nombre de fois. Et je dirais même que plus on tombe, plus on apprend des choses. C'est pour moi la même chose dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on a appris particulièrement de nos erreurs. Et c'est jamais agréable, et c'est sans doute pas bien vu, et pourtant c'est ça qu'on doit faire. Ouais. Est-ce qu'il y a une impression parfois des étudiants que c'est une économie donc finalement différente, donc que c'est plus facile, que ça va être plus simple que de rentrer dans une grande entreprise où le profit compte
compte avant tout? Je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement le cas, parce qu'on a une formation qui est très axée sur la pratique, donc il y a des stages en 2e, en 3e année. S'ils ont cette impression en commençant leur formation, ils ne l'ont plus en sortant de leur stage. Donc il n'y a pas l'impression d'avoir un monde idéal dans ce type d'économie? Je ne crois pas. Il y a aussi une certaine conscience, une capacité à se rendre compte que même dans des entreprises ou des sociétés qui fonctionnent avec une logique plus commerciale, il y a aussi de la place pour ce type de dynamique. C'est pas binaire, je veux dire, où on est, durable, où on ne l'est pas. Au contraire, c'est de plus en plus mixte et ça prend de plus en plus de place, même dans des structures qui sont plus traditionnelles. Oui. Oui, sur ça, je pense que je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel. Peut-être la nuance que là, c'est peut-être sur le caractère collectif, qui est quand même important. On parlait d'économie sociale, de coopérative, de vraiment d'organisation qui rassemble des éléments. Quelquefois, il y a une vision un peu romantique. On va tous se tenir la main et tout ça va bien se passer. Et puis, ensemble, on va plus loin. Maintenant, un groupe, c'est aussi quelquefois des tensions, des difficultés. Et pouvoir montrer aussi ça, ou comment on peut dépasser, ça permet d'aller vraiment pédagogiquement plus loin. Un exemple, juste pour confirmer, c'est qu'on a eu l'occasion d'avoir Julien pendant 3 années comme invité dans le cadre du cours d'innovation sociale. Et en effet, la dernière année, quand ils ont eu ce bas avant de remonter où ils en sont aujourd'hui, c'était fantastique pour les étudiants. Avoir un intervenant qui explique les difficultés auxquelles il fait face, et pouvoir dialoguer avec lui, c'était merveilleux. Ouais. Alors rapidement par rapport à ça, et puis on écoutera le témoignage d'une étudiante, c'est vrai que c'est quelque chose que vous avez essayé d'inculquer aux étudiants, c'est comment remonter la pente. Notre discours a fort changé. Au départ, on essayait de vendre tout ce qu'on fait bien, on se vend les plus beaux, et puis on raconte pourquoi tout va fonctionner. Et aujourd'hui, je dirais que c'est le contraire. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a réussi à surmonter, et quand ça n'a pas été, comment on a pu changer. Alors Emmanuel Clinis, on a été voir en virtuel une de vos étudiantes en commerce et développement. Elle s'appelle Maude Bertrand. Elle est en 2e année. Alors son parcours est particulier. Elle a déjà un diplôme de boulangerie-pâtisserie. Elle a décidé de se réorienter, et donc elle est aujourd'hui très intéressée par les questions alimentaires, et elle a l'impression d'avoir trouvé sa voie aujourd'hui dans ses études, ce qui n'était pas vraiment le cas avec sa première formation. Mon intérêt pour cette question-là s'est un peu révélé pendant ma première formation, parce que j'ai remarqué qu'on n'était pas du tout sensibilisé aux questions éthiques et écologiques actuelles pendant cette formation en boulangerie-pâtisserie. Et pour moi, c'était pas envisageable de le faire autrement. Mais ça va même plus loin que ça. Il y a certains cours dans lesquels on nous apprenait à faire du pain ou faire de la pâtisserie en utilisant des additifs. Comme s'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Alors que c'est possible. Voilà, il y a la question du sens. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ça entre en jeu de plus en plus la question du sens à donner à son travail? Nous, on le voit en tout cas avec l'arrivée de nos étudiants. On le voit aussi avec leurs demandes, le fait qu'ils choisissent ce type de formation. Mais on le voit aussi avec dans les contacts qu'on a avec le monde du travail, qui les encadre pour les stages et qui les accueille après. Clairement. Alors, ça, c'est à double sens. On parlait de cette question de ce qu'on rentabilisait. Ce sens sert parfois de prétexte pour justifier que puisqu'il y a du sens, il peut y avoir des salaires moins élevés. Puisqu'il y a du sens, il peut y avoir des conditions de travail plus précaires. Donc c'est pas ça nécessairement l'idée, évidemment, à mettre derrière. À côté de ça, il y a aussi l'idée de mettre du sens dans ce qu'on fait, et tout secteur confondu, je dirais. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'alimentaire aujourd'hui, mais il y a toute une série d'autres branches forcément de l'économie qui, aussi bien dans le domaine de l'entrepreneuriat que dans les domaines plus classiques, sont aussi touchés par ce cette question du sens, elle était importante pour vous aussi, Ariane, qui a eu un parcours avant, et maintenant vous y trouvez plus de sens dans ce que vous faites aujourd'hui que certaines autres activités que vous avez eues? J'ai eu la chance de toujours faire pouvoir réaliser des activités qui donnaient du sens, sinon je ne tiens pas. Donc c'est très important pour vous aussi. Pour moi, c'est important d'avoir du sens, mais d'avoir aussi de clairement avoir un impact et une réalisation finale. Ouais, et pour vous, Julien, également, quand vous avez créé l'entreprise, il y avait de ça aussi dans votre réflexion? Oui, je ne l'ai pas fait tout seul, on était à plusieurs, et les 6 avaient cette question-là qui était primordiale. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau, c'est déjà terminé, hélas. On peut dire en tout cas que tous les profs
en secondaire ou même dans le supérieur qui veulent avoir accès à ce programme, c'est de l'open source, hein, Marie Cudon. Oui, tout à fait. On met le matériel sur le site cmod.ulb.be. L'idée, c'est que vraiment, en tout cas, toutes les capsules vidéo, les fiches pédagogiques, elles sont là et on est très content qu'elles soient utilisées le plus possible. Mais merci en tout cas d'être venu partager votre expérience sur le plateau. Autrement, c'est terminé pour ce soir. Très bonne soirée à tous.